Libération n'établit pas les procédures, je suis absolument d'accord avec vous, mais fait simplement des reportages sur la manière dont ces procédures se sont déroulées. Donc voilà, c'est la seule chose qui est... Et après, il faudrait savoir, dans ce cas-là, quels sont les critères qui font que vous avez reçu certaines personnes et pas d'autres candidats. Parce que la procédure est écrite et ceux qui souhaitent être reçus par le ministre, moi c'est comme tout, je suis à disposition, je reçois tous ceux qui souhaitent être reçus par le ministre. Voilà, c'est comme ça. Et puis, que Libération fasse des reportages, vous savez très bien que Libération est subventionnée par une collectivité, le Paris pour ne pas le citer. Donc moi, je vais vous dire, sur l'aspect d'indépendance, voilà, ça se pose là. Mais ça, c'est encore un autre débat. S'agissant... A fait une fausse enquête. Sans doute. Voilà. Bien. Bah, vous les payez pas mal. La manière vous les dont payez les déjà dirigeants pas mal. du public Monsieur sont nommés, Grégoire, ça devrait vous intéresser. Monsieur Grégoire, vous les payez déjà pas mal, hein, parce que franchement. Bien, Madame la Ministre. Alors, sur l'autre aspect, sur Bernard-Henri Lévy, vous savez très bien que le ministère de la Culture n'est pas au conseil d'administration. J'ai fait vérifier. Moi, j'ai pas été saisie de sa candidature. Elle a été proposée. Elle a été. Et moi, je vous invite, Monsieur Caron, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des interrogations. Je vous invite à écrire au président du conseil de surveillance, qui va vous indiquer effectivement le changement des statuts, dans quel cadre ça s'est fait. Vous êtes en droit de le faire. Dans quel cas, et y compris de savoir ce qu'ils font, même dans la production de documentaires ou de films. Vous avez cette liberté de le faire. Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, avant toute chose, je voudrais vous dire l'attachement très fort que je porte à l'audiovisuel public français, qui s'appuie sur des professionnels de grande qualité, journalistes, techniciens, animateurs, monteurs, réalisateurs, producteurs, et qui porte des missions essentielles: informer de manière indépendante et pluraliste, créer et soutenir la création d'œuvres originales françaises de qualité, refléter la diversité de la société française, divertir avec intelligence, mais aussi promouvoir à l'extérieur la liberté de la presse, la culture et la langue française. Une démocratie, pour sa bonne santé, a besoin d'un audiovisuel public puissant et doté de moyens importants. Alors notre audiovisuel public est-il exempt de reproches? Certainement pas. Il n'est pas toujours à la hauteur de ses missions en matière d'information notamment. Il faut donc l'améliorer en lui donnant beaucoup plus de moyens financiers, en réclamant davantage de pluralisme, moins de parti pris. Mais il faut le protéger, et certainement pas le privatiser, comme en rêvent certaines et certains dans cette salle qui ne supportent pas un audiovisuel public qui porte les valeurs de l'antiracisme, de la solidarité et de l'égalité des droits entre les individus. J'aimerais aussi, avant de rentrer dans les détails du rapport, remercier monsieur l'administrateur, Laurent Delrieux, avec qui j'ai eu énormément de plaisir à mener les auditions des dirigeantes et dirigeants, mais aussi des représentantes et représentants des salariés de l'audiovisuel public, et qui m'a épaulé avec une remarquable efficacité dans la rédaction de ce rapport. Un rapport dans lequel vous trouverez d'abord les crédits de la mission audiovisuel public qui assure le financement de France Télé, de Radio France, d'Arte France, de France Média Monde, de TV5 Monde et de l'INA. Ces crédits sont organisés autour de 7 programmes, un programme pour chacun de ces établissements et un programme qui regroupe des crédits qu'on appelle de transformation. Pour 2025, l'ensemble des crédits proposés s'établit à 4 029,16 millions d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, soit une progression apparente de 2,3 millions d'euros par rapport à 2024. Cette progression est en réalité factice puisqu'elle est imputable à l'évolution de la compensation des effets fiscaux de la suppression de la contribution audiovisuelle publique en 2022. Ces crédits appellent des observations sur la forme comme sur le fond, mais ils appellent aussi des observations sur le fonctionnement parfois préoccupant de l'audiovisuel public. Je précise qu'avant d'assurer la responsabilité de ce rapport, et compte tenu de mon passé professionnel, j'ai interrogé le déontologue de l'Assemblée nationale pour savoir si je pouvais ou pas exercer cette fonction de rapporteur des crédits de l'audiovisuel public. Ça m'a semblé normal et il m'a confirmé que c'était possible puisque je n'ai plus de lien professionnel avec France Télé depuis 8 ans. Ceci étant posé, quelques mots donc sur la forme des crédits qui nous sont soumis. Pour la première fois depuis 2006, ces crédits sont organisés sous la forme d'une mission budgétaire. C'est-à-dire que si rien ne change, les crédits de l'audiovisuel public seront budgétisés en 2025. Sur ce sujet, je serai plutôt compréhensif, même si je suis opposé à la budgétisation, comme tous les interlocuteurs avec lesquels j'ai échangé. Compréhensif parce que la situation impose la compréhension, tout simplement. Le financement de l'audiovisuel public est aujourd'hui assuré au moyen d'un compte de concours financier, lui-même alimenté par une fraction de la TVA à droit organique constant. Ce mode de financement ne pourra pas être renouvelé au-delà du 31 décembre 2024, ce qui explique que le gouvernement a légitimement prévu une solution de secours dans l'hypothèse où la réforme attendue de la loi organique relative aux lois de finances n'aboutirait pas dans les délais souhaités.
Pour ce motif, le PLF comporte donc une mission budgétaire classique dédiée à l'audiovisuel public et dotée de 4 milliards de crédits, et le compte de concours financier avance à l'audiovisuel public qui lui est doté de 0 €. L'idée est que si la réforme de la LOLF aboutit dans les délais souhaités, les crédits de la mission audiovisuel public seront transférés vers le compte de concours financier. À défaut, la mission restera en l'état. Alors je ne conteste pas cette mécanique budgétaire, mais je considère que les garanties proposées pour assurer l'indépendance de l'audiovisuel public ne sont pas suffisantes dans l'hypothèse où la réforme de la LOLF ne serait pas réalisée en temps et en heure. On y reviendra plus tard à l'occasion de la discussion d'un amendement que j'ai déposé sur ce sujet. Sur le fond, les crédits de l'audiovisuel public inscrits au PLF ne sont clairement pas à la hauteur des enjeux. Alors pourtant, au premier abord, le budget proposé pourrait être considéré comme honorable, puisque les crédits sont globalement au niveau de ceux de l'an passé, mais il ne faut pas oublier deux choses. Tout d'abord, il faut rappeler que les crédits votés l'an passé n'ont pas été exécutés conformément au vote du Parlement, puisque 50 millions d'euros ont été annulés ou suspendus en cours d'exercice. Et par ailleurs, l'an passé, au moment de négocier les contrats d'objectifs et de moyens des établissements de l'audiovisuel public, les fameux COM, l'État s'était engagé à relever sensiblement ces crédits en 2025. Après des années de vaches maigres et de casse de l'audiovisuel public, l'horizon donc semblait s'éclaircir un petit peu. Mais en 2025, il n'en sera finalement rien, puisque les crédits inscrits au PLF sont inférieurs de plus de 80 millions d'euros à la trajectoire financière inscrite dans les projets de com. Ces projets de com sont désormais caduques. En l'espace d'un an, les com se sont transformés en miroirs aux alouettes, à tel point qu'aujourd'hui, les com, ce ne sont plus des contrats d'objectifs et de moyens, mais plutôt des catalogues, des oublis et des mensonges. Alors que les contre-vérités et le racisme prolifèrent dans les médias privés, type CNews, l'audiovisuel public devrait représenter une priorité pour le gouvernement. Mais ce n'est pas le cas, clairement. L'audiovisuel public est délaissé de France Télé à France Média Monde. Tous ces acteurs sont soumis à une cure d'austérité. La réalité budgétaire de l'audiovisuel public est donc inquiétante, tout comme le fonctionnement quotidien de cet audiovisuel public. Je vais vous donner 4 exemples récents qui illustrent ces dysfonctionnements. Le premier exemple concerne le licenciement pour faute grave de Guillaume Meurice, licenciement de Radio France. La sanction prononcée à l'égard de l'humoriste est choquante et contraire à l'esprit du service public. J'en dirai pas plus ici, puisque le tribunal des prud'hommes est saisi de cette affaire. Il appartiendra donc au juge de dire le droit. En revanche, je ne peux que constater la politique du 2 poids 2 mesures en vigueur à Radio France. Parce que si Guillaume Meurice a été licencié pour faute grave, Alain Finkielkraut, par exemple, semble inamovible, malgré ses dérapages et malgré les accusations qu'il a portées, lui, sur le personnel de Radio France. Deuxième exemple de dysfonctionnement, ça concerne les conditions de la récente nomination de Mme Kim Younes à la présidence de TV5 Monde. En mai 2024, Yves Bigot a démissionné de ses fonctions. Pour le remplacer, le ministère de la Culture et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ont lancé un appel à candidature. 20 postulantes et postulants se sont manifestés via Internet. Chacune et chacun d'entre eux ont présenté par mail un projet pour l'entreprise, mais aucun de ces postulants n'a été auditionné. Aucune audition n'a été conduite par votre ministère et par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour choisir la nouvelle présidente de TV5 Monde. La procédure d'appel à candidature n'a donc été qu'un simulacre organisé dans la plus grande opacité. Le troisième exemple de dysfonctionnement de l'audiovisuel public est particulièrement symptomatique des dérives de cet audiovisuel. Il concerne la situation de M. Bernard-Henri Lévy, président du conseil de surveillance d'Arte France depuis 1993. 31 années de présidence ininterrompue, 8 mandats. Alors ça interroge, surtout qu'on ne sait déjà rien des critères de l'abstention du premier mandat. Ce qu'il faut surtout relever, c'est qu'à 2 reprises, en 2019 et 2024, les statuts du conseil de surveillance d'Arte ont été modifiés pour permettre à Bernard-Henri Lévy de rester en fonction alors qu'il était atteint par la limite d'âge. Statut modifié, donc spécialement pour Bernard-Henri Lévy. Par ailleurs, à côté de ça, et c'est le plus grave, il apparaît qu'entre 2011 et 2022, 4 productions audiovisuelles et cinématographiques de Bernard-Henri Lévy, donc président du conseil de surveillance d'Arte France, on l'a bien compris, ont bénéficié d'un appui financier d'Arte France. En tout, il y en a eu pour 750 000 €. Lors de mes auditions, j'ai évidemment interrogé la direction d'Arte France sur ce conflit d'intérêts manifeste. Dans un état de droit, il est inadmissible qu'une personne présidant le conseil de surveillance d'une entreprise puisse bénéficier du soutien financier répété de cette même entreprise pour produire ses œuvres et pour les diffuser.
Le journal Le Monde diplomatique résumait ainsi la situation il y a quelques jours, je cite le mensuel, « Ce privilège d'ancien régime ne perpétue pas seulement le conflit d'intérêts entre une chaîne qui subventionne et diffuse en troisième partie de soirée les documentaires nombrilistes de son inamovible mandarin, il sonne en ce moment comme une déclaration politique. » Fin de citation. Bernard-Henri Lévy et Arte France nagent donc depuis plusieurs années en plein conflit d'intérêts et pour ce motif, j'invite Bernard-Henri Lévy à démissionner de ses fonctions et j'invite Arte France à modifier sans délai ses statuts pour prévenir ce type de situation. Enfin, quatrième et dernier exemple des dysfonctionnements actuels de l'audiovisuel public, le traitement déséquilibré et partial des événements en cours à Gaza depuis 1 an. France Télé et Radio France ont invisibilisé ou largement minimisé les souffrances des Palestiniens en ne montrant pas d'images du génocide qui touche des femmes et des enfants par dizaines de milliers, en ne citant pas le bilan pourtant ahurissant des victimes palestiniennes et en adoptant un parti pris pro-Netanyahou qui apparaît en ce moment de notre histoire comme une faute professionnelle et morale majeure. Je vous remercie. Offensé, vous acceptez que je réponde en global sur tous les sujets, Monsieur Caron et Oui, mais après, je vais vous répondre précisément sur vos questions. Vous n'avez pas... Non. Mais comme les sujets se croisent à chaque fois, les COM, les crédits de transformation sur la réforme de l'audiovisuel, et sur vos questions précises, je vais y répondre. Et si je n'y ai pas répondu, vous pouvez évidemment m'interpeller. Simplement, je ne veux pas offenser les rapporteurs. Voilà, c'est la question que je posais. Sur l'audiovisuel public, aujourd'hui, j'ai reçu l'ensemble des syndicats, France Télévisions comme Radio France. J'ai reçu des collectifs de journalistes, les dirigeants, et tout le monde s'accorde à ce que la gouvernance de Radio France comme de France Télé nécessite une réforme. Aujourd'hui, les statu quo, vous pouvez me dire non, Madame Taillé-Polian, d'accord, voyez-les. On n'a pas fait adopter la dernière fois en commission comme ça au doigt mouillé. Enfin, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Et donc, sur cette réforme, oui, d'accord. Écoutez. D'accord. Moi, je les ai tous reçus. Donc, voilà. Donc, là, on ne peut pas rester en l'état. Le statu quo, soit affaiblirait l'audiovisuel public, pour ne pas dire, il le ferait disparaître. Moi, je ne suis pas pour sa disparition. Je trouve que la contribution de l'audiovisuel public est fondamentale dans une démocratie comme la nôtre, surtout quand elle est secouée. Effectivement, il y a des choses qui peuvent nous déplaire. Mais moi, je préfère que des choses me déplaisent et qu'on maintienne la démocratie, et qu'on maintienne ce pilier de la démocratie qui est cet audiovisuel public. C'est extrêmement important. Et donc, pour le préserver, comme ça se passe dans l'ensemble des pays européens, il faut que les forces soient regroupées, que la stratégie soit plus uniforme, que le budget soit mieux utilisé et qu'effectivement, on ait une meilleure stratégie, une meilleure vision pour l'audiovisuel public aujourd'hui, ce qui n'est plus le cas. D'ailleurs, les états généraux de la formation ne disent pas forcément le contraire. Tous les sujets sont liés et vous le savez très bien. Donc sur l'audiovisuel public, je considère effectivement qu'on ne peut pas rester en l'état dans un statu quo. Alors là où je vous rejoins, monsieur le député, tout à l'heure, vous indiquiez qu'il faut faire des réformes structurelles de fond et importantes. Aujourd'hui, c'est le temps et la configuration du Parlement et en particulier de l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'effectivement, la réforme est importante, elle demande du débat. Elle demande aussi de la confrontation sur des visions. Elle demande aussi de pouvoir faire un bilan et avoir des études d'impact sur certaines missions. Et donc de faire la réforme structurelle comme j'avais commencé à la porter avant la dissolution. Évidemment, nous n'avons plus le même temps et nous ne sommes plus dans le même contexte. Donc moi, je considère qu'effectivement, la gouvernance, la réforme de la gouvernance est absolument nécessaire. Qu'on peut relier, et ça peut répondre monsieur le député Manuel Grégoire, l'un ne va pas sans l'autre. Le financement, je suis là, et je suis la première à l'avoir dit lorsque j'ai été nommée ministre de la Culture en janvier dernier, la nécessité de sanctuariser le financement. Et évidemment, certains étaient présents dans cette commission. Il était important qu'on puisse sanctuariser le financement. Et la budgétisation pouvait évidemment mettre en péril éventuellement l'indépendance et éventuellement même la viabilité de l'audiovisuel public. Donc moi, je ne vous dirais pas le contraire aujourd'hui. Donc qu'on puisse sanctuariser le financement, c'est important pour garantir non seulement la viabilité, mais aussi son indépendance de cet audiovisuel public. Mais garantir un financement sans une réforme de la gouvernance, je considère que
ça sera pas forcément, ça n'ira pas forcément bien ensemble à un certain temps. Donc c'est pour ça que moi je considérais qu'on pouvait mener, en tous les cas, la réforme de la gouvernance telle qu'elle était sortie, issue du Sénat, avec la proposition de loi de Laurent Lafont, votre homologue, Madame la Présidente au Sénat, et je considérais effectivement que c'était évidemment une bonne trame de départ pour évidemment initier la réforme de la gouvernance de l'audiovisuel public. Ensuite, sur le financement, on était parti sur la sanctuarisation du financement la dernière fois avec une part sur, c'était un prélèvement sur recettes. On revient avec la PPLO, et vous m'avez posé la question, Monsieur Grégoire, de savoir est-ce que je vais soutenir la PPLO. Je crois qu'elle est en discussion demain, et donc je serai au banc pour soutenir cette PPLO. Et effectivement, et ça démontre, ça sera bien la première fois qu'un ministre de la Culture soutient une réforme de la loi organique finance. Ça sera une première. Et donc, je le ferai, effectivement, je serai au banc pour le soutenir. Mais je dis quand même, et c'est des discussions que j'ai eues aussi avec des parlementaires, je pense qu'on peut relier les deux sur la réforme de la gouvernance pour sauvegarder notre audiovisuel. Ensuite, on peut effectivement revenir sur des réformes plus profondes et plus affinées. Mais moi, je considère que les deux sont liés. Donc, la sanctuarisation du financement, je vous suis. La réforme de la gouvernance, elle est nécessaire. Le statu quo, je considère que ça affaiblirait l'audiovisuel public, surtout dans un paysage où vous avez une concurrence de groupes privés de plus en plus organisés, de plus en plus structurés. Et donc ça, c'est une réalité. Alors, sur le sujet des concentrations, je crois que c'est vous, Monsieur Ballard, Monsieur le rapporteur, qui avez soulevé. Le sujet des concentrations, et d'ailleurs, Madame Taillio-Polluant, on en avait discuté lors de la commission sur la TNT, je crois. On avait eu un débat sur ce sujet. Et effectivement, le sujet de la concentration, c'est pas forcément là que ça peut se discuter, mais dans le cadre, et vous avez dû lire, Monsieur le rapporteur, les conclusions des États généraux de l'information, et je pense que ce sera dans ce cadre-là que nous pourrons légiférer sur ce sujet. Avec d'ailleurs les conclusions des États généraux de l'information sur cet aspect de la concentration est assez équilibré comme conclusion. Donc je pense que c'est plutôt sur les États généraux de l'information que nous pourrons évidemment l'aborder. Autre chose sur les radios associatives, effectivement il y a 750 radios. C'est vrai que vous avez raison, elles ne sont pas toutes de la même qualité, du même niveau, et parfois même de la même nécessité. Vous avez raison, moi je suis assez favorable à ce qu'on mette des critères de contrôle. Donc là-dessus, je vous suis, et vous avez raison. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Réforme du droit voisin, c'est aussi dans les EGI. Je pense que c'était avant même les EGI. Moi, je pensais le porter dans le cadre de la réforme audiovisuelle avant le changement institutionnel, si je puis dire. Donc la réforme du droit voisin, pareil, ça serait dans le cadre des États généraux de l'information. Sur le crédit d'impôt initié en 2020, on n'a pas eu assez de recul. Moi, je suis assez d'accord pour qu'on puisse regarder, faire un bilan de tout ça et de voir est-ce que c'est utile, pas utile. Je suis assez favorable. Et ça, moi, si vous voulez qu'on en discute et qu'on se voit pour cela, je suis à votre disposition. Et de le porter également dans le cadre des aides à la presse, dans le cadre des États généraux de l'information. Quand vous regardez sur les conclusions des États généraux de l'information, il y a 7 recommandations qui peuvent se traduire de manière législative. Et d'ailleurs, c'est un sujet dont on avait parlé ensemble, Monsieur Caron, sur la protection des sources des journalistes, quand on s'était rencontrés. J'avais porté la première comme garde des Sceaux, et je trouvais qu'effectivement, aujourd'hui, il faudrait aller plus loin. Et donc, c'est la discussion que nous avions ensemble quand on s'était rencontrés au ministère. Et donc, sur cet aspect-là, qui ressort des États généraux de l'information, moi je suis assez favorable qu'on puisse évidemment porter ce sujet ensemble dans le cadre du débat parlementaire que nous pourrions avoir dans le cadre de la traduction législative des États généraux de l'information. Ensuite, sur la mission Soriano, on attend les conclusions. Je l'ai relancée depuis que j'ai été nommée, parce qu'elle s'était un peu suspendue dans le cadre des affaires courantes. Je suis aussi à votre disposition de discuter, une fois qu'il m'aura remis les conclusions, de se voir et de discuter des conclusions. Je crois que, Monsieur Ballard, sur la taxe streaming, vous avez raison, ça ne marche pas bien, mais là j'ai demandé à ce que ça marche mieux. Voilà. Donc là, on a un peu relancé, parce que on a eu beaucoup de réticences, et d'ailleurs, il n'y a pas un endroit où je vais où certains poursuivent un peu pour que cette taxe streaming, on y mette fin. Moi, je pense qu'elle est indispensable. Il faut effectivement qu'elle fonctionne beaucoup mieux. Alors, Monsieur Caron, est-ce que sur l'audiovisuel public et financement, je vous ai répondu. Sur les nominations,
Alors, s'agissant de TV5, il y avait eu effectivement un certain nombre de candidatures qui avaient prospéré pendant les affaires courantes. Je suis honnête avec vous, je n'avais pas tout suivi parce que comme on ne savait pas si effectivement on pouvait faire ou pas, mais il y avait eu une série de candidatures. Et ensuite, la France, vous savez, propose à ses partenaires européens. Et donc, il y en a eu plusieurs. Et ensuite, ça a été Madame Younes, son nom a été retenu. Donc, s'agissant de Bernard-Henri Lévy, comme il... Oui. Mais vous avez raison. Vous savez ce que là, j'ai... Oui. Ah si, certains ont été reçus. Moi, j'en ai reçu quelques-uns. Ah si, j'en ai reçu quelques-uns. Si vous voulez, moi je vais... Alors, oui. Moi, j'en ai reçu quelques-uns. Parce que vous le savez très bien que quand M. Bigot a donné sa démission, vous imaginez comme dès qu'il y a un poste vacant, enfin, c'est un ministère de la nomination, si je puis dire. Donc, à peine la personne est partie, que déjà on a une pile de candidatures sur son bureau. Moi, j'en ai reçu un certain nombre. Voilà. Si vous le souhaitez, moi je ne veux peut-être pas, parce que les candidats après... Non mais... moi, les services ne m'ont pas dit qu'ils avaient été interrogés sur le fait de recevoir ou pas. Je les ai reçus. J'en ai reçu quelques-uns. Oui. Alors moi, j'aimerais savoir qui... Pardon ? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Non, Madame la Ministre, je me permets de rebondir parce que ce que vous me dites me surprend terriblement puisque vos services nous ont affirmé le contraire, à savoir qu'aucune des personnes qui avaient candidaté, d'après la procédure officielle, telle qu'elle avait été annoncée, notamment via les sites Internet, c'est comme ça que ça se passait. Il fallait candidater avec des dossiers qu'on déposait et qu'aucune de ces 20 personnes n'avait été auditionnée, n'avait été rencontrée physiquement. Ni par votre ministère, ni par le ministère des Affaires étrangères. Comme vous le savez, Monsieur Caron, la procédure officielle, c'est une procédure écrite. Et ceux qui ont demandé à ce que je les reçoive, je les ai reçus. Moi, je suis très... C'est pour ça que je ne sais pas qui vous a répondu. Moi, je pouvais dire que j'en ai reçu quelques-uns qui ont demandé à être reçus. Le reste, c'est la procédure écrite. Ce que vous dites, Madame la Ministre, est à la fois surprenant et inquiétant. Puisque ça signifie qu'il y a peut-être eu des rendez-vous qui n'ont pas respecté les procédures, puisqu'il y a même eu un article de Libération qui a enquêté sur les conditions de la nomination. Et même l'article de Libération n'a pas trouvé une seule personne qui a été reçue par vous. Ça veut dire que vous avez peut-être organisé des rendez-vous en dehors des procédures. Et dans ce cas-là, c'est gênant. Ça veut dire que vous avez peut-être organisé des rendez-vous en dehors de la procédure classique, et dans ce cas-là, c'est gênant. Non, je suis allé assez loin, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est très clair. Et ceux qui ont demandé à être reçus, je les ai reçus. Voilà. Donc je suis tout aussi transparente, Monsieur Caron. Donc là, de dire qu'ils ont été reçus ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bien, ça y est, on va s'arrêter. Et une procédure écrite, c'est une procédure écrite. Et c'est pas encore Libération qui me donne des instructions. Et qui écrit les procédures, ça se saurait. Hein. Libération n'établit pas les procédures, je suis absolument d'accord avec vous, mais fait simplement des reportages sur la manière dont ces procédures se sont déroulées. Donc voilà, c'est la seule chose qui est... Et après, il faudrait savoir, dans ce cas-là, quels sont les critères qui font que vous avez reçu certaines personnes et pas d'autres candidats. Parce que la procédure est écrite et ceux qui souhaitent être reçus par le ministre, moi c'est comme tout, je suis à disposition, je reçois tous ceux qui souhaitent être reçus par le ministre. Voilà, c'est comme ça. Et puis, que Libération fasse des reportages, vous savez très bien que Libération est subventionnée par une collectivité, le Paris pour ne pas le citer. Donc moi, je vais vous dire, sur l'aspect d'indépendance, voilà, ça se pose là. Mais ça, c'est encore un autre débat. S'agissant... A fait une fausse enquête. Sans doute. Voilà. Bien. Vous les payez pas mal. La manière dont les dirigeants du visuel public Monsieur sont nommés, Grégoire, ça doit vous intéresser. Monsieur Grégoire, vous les payez déjà pas mal, hein, parce que franchement... Bien, Madame la Ministre. Alors, sur l'autre aspect, sur Bernard-Henri Lévy, vous savez très bien que le ministère de la Culture n'est pas au conseil d'administration, j'ai fait vérifier. Moi, je n'ai pas été saisie de sa candidature. Elle a été proposée. Et moi, je vous invite, Monsieur Caron, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des interrogations, je vous invite à écrire au président du conseil de surveillance qui va vous indiquer effectivement le changement des statuts, dans quel cadre ça s'est fait, vous êtes en droit de le faire, dans quel cas, et y compris de savoir ce qu'ils font, même dans la production de documentaires ou de films, vous avez cette liberté de le faire.
Bien, Madame la Ministre. Pardon. Madame la Ministre ne répond pas du tout sur la question. C'est le conflit d'intérêts. Est-ce que ce conflit d'intérêts vous choque? Non, mais attendez. Est-ce que ce conflit d'intérêts vous choque, Madame la Ministre? Est-ce qu'il vous semble normal dans l'audiovisuel public français? Monsieur Caron, par définition, un conflit d'intérêts me choque. Vous avez raison. Donc, je vous dis simplement, je ne suis pas juge d'instruction, je ne suis pas procureur. Vous avez la liberté, et vous avez raison, de pouvoir, comme vous avez posé la question au déontologue vous concernant, vous pouvez saisir le président du conseil de surveillance pour lui demander dans quel cadre la nomination s'est faite, dans quel cadre la modification d'un statut a pu se faire. Vous avez cette liberté de le faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, au contraire, je vais dans votre sens. Donc, Alors, je vous demanderai d'éteindre votre micro, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour clore les débats, nous avons besoin aussi d'une pause pour dîner avant d'attaquer les très très nombreux amendements. Donc, je vous laisserai peut-être conclure, Madame la Ministre. 5 minutes au grand maximum, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas là pour les amendements. Oui, alors, sur les radios, je me suis exprimée. Sur les crédits, alors évidemment, il y a les crédits, les 80 millions d'euros qui effectivement ont été juste décalés. Ils ne sont pas remis en cause. Et les 30 millions d'euros, pardon, ils ont juste été décalés, puisque c'est la procédure entre la réforme décalée, les crédits décalés. Ils ne sont pas annulés, ils ne sont pas supprimés. Sur les 80 millions d'euros, les crédits de transformation... Non, mais sur les 30 millions d'euros, les crédits sont reportés, ils ne sont pas annulés. Et sur... Pardon ? Oui, alors sur la trajectoire, sur la diminution des 80 millions d'euros, c'est effectivement, d'une part, les dotations, elles ont été révisées pour tenir compte, je l'avais dit tout à l'heure, des prévisions d'inflation qui ont été revues à la baisse. Donc ça s'explique sur cet aspect-là. Et le deuxième aspect, c'est le décalage des crédits versés au titre des programmes de transformation sur les 80 millions d'euros. On a répondu à tout ou... Suspens auquel je n'ai pas répondu. Franchement... Entendu. C'est pas, enfin, je me dérobe pas, c'est pas mon genre. Donc dites-moi. Bien, moi, ce que je vous propose, c'est de... Non, mais alors, Monsieur Caron, je vais vous dire, dans ce cas-là, alors, sans aucun problème, venez me voir au ministère et je vous dirai pourquoi. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, il y a des personnes qui ont candidaté et qui souhaitaient plus que ce soit officiellement candidat. Je vais vous dire pourquoi. Parce que certains occupent des fonctions aujourd'hui. Donc moi, je ne vais pas aller donner des noms pour après les fragiliser sur les fonctions qu'elles occupent. C'est tout. Pardon? Madame Younes, non. Elle n'a pas demandé à me rencontrer. Voilà. Mais elle a respecté la procédure qui est une procédure écrite. Voilà. Madame la Ministre, nous allons nous retrouver le vendredi 15 novembre en séance pour l'examen de ces missions. Donc on aura encore le temps de pouvoir discuter et échanger. Je crois qu'il est 20h30 et nous nous retrouvons donc nous à 21h30 pour la suite, pour les amendements. Je vous remercie, Madame la Ministre, au nom des commissaires de cette commission. Et je vous souhaite donc une bonne soirée pour Madame la Ministre et à vous dans 1 heure.